Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de septembre 2021. Alors, cette année, contrairement à l'année dernière, on a eu... j'ai lu des mangas en juillet et en août. Mais, j'espère que vous n'avez pas oublié qu'en juillet et en août, je lis moins que d'habitude. Parce que là, il y a beaucoup de trucs à venir là, dans cette vidéo. Donc, préparez-vous mentalement. Allez, on y va. Alors, on va pouvoir commencer avec le tome 1 de Kaguya-sama Love is War, chez Pika Édition par Aka Akasaka. Le tome 2 de Kaguya-sama Love is War, pareil. Le tome 3 de Kaguya-sama Love is War, encore pareil. Le tome 4 de Kaguya-sama Love is War, toujours pareil. Et le tome 5 par un autre auteur, donc non je rigole, toujours pareil. Et voilà. Donc les 5 premiers tomes. Alors pourquoi les 5 premiers tomes d'un coup? Parce que, alors je vais vous raconter. J'avais acheté les deux, déjà, non, encore avant. J'avais vu l'animé, quand la saison 2 était pas encore sortie, à l'époque de la saison 1. Alors, je dis à l'époque de la saison 1, c'était pas, je suivais un épisode par semaine. Hein. Moi je suis du genre plutôt à attendre que tout soit sorti et puis à tout regarder d'un coup un petit peu après. Donc voilà, un petit peu après que tout soit sorti, je m'étais dit, ah, je vais tout me regarder. Et j'avais bien aimé. Parce que c'est typiquement mon genre de fiction en fait. Il y a de la romance, il y a de la comédie. Ça joue pas mal sur un humour que j'aime bien qui est l'humour de quiproquo. Dans les mangas c'est super, l'humour de quiproquo franchement. Parce qu'à chaque fois c'est des trucs extrêmes, vous voyez, genre oh je pensais que c'était le guerrier le plus puissant de l'univers, puis en fait c'est le plus nul. Ça me donne un exemple parmi tant d'autres. Et ben voilà, et ce genre de choses dans les mangas, cet humour de quiproquo j'adore, et il y en a pas mal dans Kaguya-sama. Et en plus dans Kaguya-sama il y a un autre humour qui est pas vraiment une catégorie d'humour je dirais, mais qui quand même est un trope de manga qui marche bien en gag. C'est le truc du plan alambiqué du méchant ou du gentil, enfin vous voyez ce genre de truc. Quand vous vous imaginez Yugi de Yu-Gi-Oh! Ou Light Yagami de Death Note, qui imagine un plan complètement alambiqué en mode j'ai prévu les 3 prochains coups de mon adversaire. Puis là, oh, il fait un truc de dingue. Oh non, j'avais pas prévu ça. Et si, en fait, je l'avais prévu. Enfin, vous voyez, ce genre de plan très alambiqué que dans la vraie vie ça marcherait pas parce qu'à l'étape 2, en fait, le gars il pense normalement, du coup, il n'y a pas de ping-pong en fait. Enfin, voilà. Donc, humour de quiproquo plus humour de plan de manga plus romance. C'est tout bon, c'est tout ce que j'ai adoré. Donc du coup la saison 1 je me suis dit elle est cool quand même, la saison 1 elle est très très cool. Et là il s'est passé un truc, j'ai pas trop compris, d'un coup Kaguya-sama c'est devenu super populaire. Alors je dis ça parce que en fait ça m'a surpris parce que généralement les trucs comme Kaguya-sama c'est le genre de petite perle. Vous voyez que moi je trouve, et que bien d'autres gens bien sûr, mais que moi je trouve, voilà, je regarde parce que romance, comédie, moi j'aime bien les deux. Souvent les gens ils sont plus tournés, le grand public en tout cas, vers les shonen, l'action, l'aventure, tout ça. Et voilà, et moi j'étais vraiment désarçonné quand j'ai vu que ça devenait ultra populaire. Parce que j'ai pas l'habitude, et du coup ça m'a fait un peu bizarre en fait. J'avais eu un peu l'impression de me faire déposséder du truc, alors que c'était pas du tout à moi, hein, mais... vous voyez ce que je veux dire? Ce côté, encore un truc que je suis le seul, dont je suis le seul, un des seuls on va dire, à voir la vraie force, parce que moi j'aime bien les comédies et la romance et les trucs comme ça. Puis là d'un coup je vois une vidéo YouTube, 2 vidéos YouTube, 3 vidéos YouTube, qui disent que c'est génialissime, et je me dis, mais attends c'est des gros youtubeurs ça. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui pensent pareil en fait. Et voilà, donc ça m'a légèrement, on va dire... déstabilisé. Vous voyez ce côté en fait c'était pas mon truc à moi que j'adore mais que tout le monde s'en fiche. C'était un truc que tout le monde adore en fait. Bah cool, mais d'un côté je me sens un peu dépossédé du truc. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc ça, ok, pourquoi pas. Ensuite la saison 2 est venue, donc la saison 2 j'ai attendu un petit peu pour la regarder, notamment à cause de ça, je pense, à cause du fait que j'étais un peu déstabilisé de... Mais attends, mais tout le monde adore en fait. Je l'ai regardé, donc très cool aussi la saison 2. Franchement, voilà, c'est bien Kaguya-sama, il n'y a rien à redire. Et du coup, après, normalement, si je me trompe pas dans la chronologie, après la sortie de la saison 2, au bout d'un moment, ils ont annoncé la sortie de Kaguya-sama en manga. Et donc j'ai acheté les 2 premiers tomes qui sortaient
simultanément. Et petite preuve, parce que je dis toujours que j'ai acheté les trucs, le jeu. Enfin, je dis toujours. Je dis souvent que j'ai acheté ça, j'ai acheté le jour de la sortie, mais j'ai attendu, nanana, nanana. Voilà, si vous voulez une preuve, ça c'est le truc que t'avais quand t'achetais les deux premiers tomes le jour de la sortie. Donc, enfin le jour, pas le jour, mais genre dans le périmètre, je sais pas comment le dire, autour de la sortie, quoi, en niveau de temps. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh ben, le manga lui-même, parce que là depuis le début j'ai fait que parler de... Là je fais que parler de l'animé. Le manga lui-même, du coup je suis très content de l'avoir lu. Surtout que ça m'a permis d'avoir, on va dire, un regard un peu neuf sur le truc. Parce que je vous dis, vraiment le côté tout le monde adore, j'y m'y attendais pas. Et j'étais un peu déboussolé. Et du coup pouvoir le relire et me dire ouais c'est bien, c'est un truc que j'aime bien vraiment quoi. Ça m'a un peu rassuré. Enfin non pas que ça m'aurait traumatisé que tout le monde adore et voilà, je veux pas être je veux pas avoir l'exclusivité hein, mais voilà, ça m'avait un peu déstabilisé. Et puis du coup en relisant je me suis dit ah c'est trop bien quand même hein. Et donc du coup bah c'est trop bien. Et je me rends compte que là c'est une nouvelle série qui passe dans les lectures du mois et j'ai pas dit le synopsis donc je vais vous le dire. Pour ceux qui connaissent pas du tout, parce que même si du coup, bon vu ce que je viens de vous dire, il y en a pas tellement à mon avis mais bon. Donc voilà, Kaguya-sama Love is Over c'est quoi? C'est l'histoire de ces deux personnages là. Donc lui c'est le président du conseil des élèves, elle c'est la vice-présidente. Et en fait ils sont amoureux. Sauf que ils ont tous les deux un délire comme quoi le premier qui avoue sa flamme, et ben c'est forcément le plus faible dans le couple et que du coup c'est lui qui va se faire écraser toute sa vie quoi. Et du coup leur délire c'est de faire en sorte que ce soit l'autre qui avoue ses sentiments. Par des plans alambiqués, par des quiproquos, par des trucs dans le genre. Et du coup, c'est ça l'histoire. Après, il y a d'autres personnages qui viennent se greffer, bien sûr. Hein. Il y a la sœur du président. Là, il y a la maid de la vice-présidente. Là, il y a leur amie qui est aussi au conseil des élèves, qui s'appelle Chika. Vous l'avez sans doute déjà vu dans des vidéos de danse ou je sais pas quoi, parce que c'est un personnage qui est très populaire. Donc voilà. En gros, c'est ça Kaguya-sama Love is War et c'est très 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 cool. Franchement, si vous aimez la comédie et la romance, je vous le conseille de vive voix. Voilà, je me demande ce qui se serait passé si j'avais juste découvert le manga. J'aurais peut-être eu la surprise, ça aurait peut-être été encore mieux. Parce que là, mine de rien, c'est quand même des trucs que j'ai déjà vu dans la saison 1, pour la plupart. Mais voilà, en tout cas, vivement la suite. Parce que du coup, maintenant que je suis à peu près à jour, maintenant que je suis à jour, parce que du coup j'ai attendu, si j'ai attendu d'ailleurs ouais, pour les 3, 4, 5, c'est parce que je voulais pas lire tout de suite les 1 et 2, parce que bon ça faisait quand même pas si longtemps que ça que j'avais vu la saison 2, et après j'ai fait ma règle des 3 tomes de retard, et du coup voilà c'est pour ça qu'il y en a 5. Donc n'hésitez pas à le lire, et moi je vais maintenant continuer avec ma règle des 3 tomes, donc normalement on se reverra au 8, j'espère. Alors, maintenant, on va s'attarder plus sur Pokémon Soleil et Lune, tome 4, 5 et 6 aux éditions Kurokawa, pardon, par Hidenori Kusaka au niveau du scénario et Satoshi Yamamoto au niveau du dessin. Donc c'est la deuxième moitié, donc, parce que ça finit au tome 6, de l'arc Soleil et Lune du manga Pokémon spécial. Donc plutôt cool, qui d'ailleurs, pour ceux qui ont joué au jeu au pluriel, et aussi un petit peu l'adaptation de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, parce que vous voyez là il y a Ultra Necrozma, etc. Ils ont même réussi à caser Solan quoi, je m'y attendais pas à ça. Donc voilà. Donc j'avais un peu tardé à les lire pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles c'est que vous connaissez ma règle des 3 tomes, et là il y a 3 tomes, donc forcément je vous ai déjà raconté ça, quand il me manque 3 tomes, mais que ces 3 tomes arrivent à la fin, en gros, ma règle des 3 tomes, elle peut plus se... Voilà, je suis safe en fait, donc du coup, pareil, j'attends pour les acheter, et en l'occurrence, j'ai même attendu assez longtemps pour les lire, parce que j'avais d'autres trucs à lire avant, etc. Du coup, ce manga Pokémon Soleil et Lune, enfin cette deuxième moitié plutôt, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la première moitié en plus, en vrai, plutôt cool, j'aime beaucoup, un truc que j'aime beaucoup dans les mangas Pokémon spécial, c'est que, notamment, on se bloque pas trop avec l'histoire du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que, si jamais ils estiment que c'est plus marrant,
enfin c'est plus marrant, c'est plus intéressant même, que tel personnage débarque, même si dans le jeu il est pas du tout là parce que c'est un personnage secondaire, ils vont le faire s'ils estiment que... surtout qu'en plus là on a deux héros techniquement, on a le héros garçon et le héros fille, donc Soleil et Lune qui s'appelle dans ce manga. Donc voilà, très très cool en fait que ce manga se permette des choses comme ça. Et en plus, truc que moi j'aime particulièrement, c'est que je crois qu'ils font ça dès l'arc Or et Argent, mais je crois que c'est encore plus visible dans l'arc à partir de l'arc Rubis et Saphir. Ils sont conscients que refaire l'histoire du dresseur qui veut les badges, etc., qui veut être le meilleur à chaque arc, ce serait ultra redondant et pas intéressant. Du coup, à chaque fois, ils font ça qu'ils doivent quand même plus ou moins croiser les champions, plus ou moins faire des trucs, etc. Mais avec des objectifs nouveaux et propres. Genre dans Rubis et Saphir, c'était le gars, il voulait devenir styliste Pokémon ou un truc comme ça, du coup il faisait les concours. La fille, je crois qu'elle voulait devenir dresseuse pour de vrai elle, mais un peu plus, enfin voilà. C'était pas je vais devenir le meilleur dresseur de Pokémon, il faut que je batte tous les dresseurs d'arène. Non, c'était plutôt j'ai plus les souvenirs exacts, mais c'était différent. Pareil, après Diamant et Perle, c'était un duo comique et une fille riche qui veut découvrir le monde. Enfin, vous voyez, alors qu'il n'y a pas du tout de duo comique ou de fille riche dans Pokémon Diamant et Perle, hein. Mais voilà, ça c'est ce qu'on veut. Et là, pareil, là c'est une pharmacienne qui fait de l'arc et un livreur qui veut de l'argent pour acheter une île. Voilà, c'est pas du tout dans le jeu ça, mais si ça avait été comme dans le jeu, on aurait encore eu le dresseur. Bah non, on aurait rien eu en fait, parce que le dresseur dans le jeu il a pas vraiment de personnalité en soi, c'est toi qui lui donne plutôt. Mais vous voyez ce que je veux dire quoi, on se serait encore retrouvé avec un dresseur qui veut tous les badges, enfin, en l'occurrence toutes les épreuves d'île, pour battre la ligue, pour devenir le meilleur dresseur, etc. Alors que là non, là on a un gars qui veut de l'argent pour avoir une île, une fille qui veut faire du tir à l'arc, et qui sait faire des médicaments. Et voilà, et les deux finissent quand même par faire plus ou moins le tour d'Alola, quoi. Mais, voilà, ils montent leur équipe pour des raisons différentes. Et ça, je trouve ça super cool dans les mangas Pokémon spécial. Donc, maintenant que j'ai plus cette excuse de... ah, mais j'ai toujours pas fini de lire Pokémon Soleil et Lune, je vais pouvoir acheter Pokémon Épée et Bouclier, et surtout Pokémon Noir de Blanc 2, parce que Noir et Blanc, c'est genre... le premier manga Pokémon spécial qu'on a eu, édité par Kurokawa, parce que bon, avant, ok, il y avait eu un petit peu du premier arc, mais de toute façon, ils avaient abandonné. Donc voilà, c'est le premier manga Pokémon spécial moderne, on va dire, qu'on a eu. Et il nous tease la suite à la fin du tome 9 depuis des années. Donc, donc Pokémon Noir de Blanc d'eau, faut absolument que je me l'achète. Mais bon, voilà, vous connaissez la chanson, j'ai pas trop de budget en ce moment pour acheter des nouvelles séries. Donc, j'attends un petit peu, mais soyez sûr que vous verrez Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Noir de Blanc 2 dans de prochaines vidéos. Bon, on va faire une petite pause sur les séries à plein de tomes là, pour s'arrêter sur Shadow of Spawn tome 3 par Juzo Tokoro, pardon, et dans la collection Semic Manga. Alors, déjà, Spawn, si vous ne connaissez pas, c'est un héros de comics, qui est, je pense, le héros le plus connu qui ne soit pas de DC ou de Marvel. Donc c'est un héros de comics qui ne se passe pas dans un de ces deux univers, mais qui a son propre univers, qui est notamment mélangé, je crois, des trucs comme Witchblade ou les trucs dans le genre. Je crois que c'est dans le même univers, ou en tout cas par les mêmes gens, je sais plus trop. Je vous avoue que je m'y connais, en comics je m'y connais modérément, mais en comics Spawn, je connais vraiment que les bases, hein, le clown, Spawn et Malébolga. Donc voilà. Donc ce tome 3, c'est le dernier tome de la série, donc c'est une série terminée en plus à rajouter à ma collection. J'avais trouvé les deux premiers il y a longtemps dans une brocante pour pas cher, je les avais achetés. Et quand j'ai vu ce tome là d'occasion, j'ai pas trop hésité, hein. Enfin, j'avais un peu hésité parce que là il y a une trace, je sais pas si vous voyez, mais bon. D'ailleurs, je crois que j'ai fait référence à... En fait, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo lecture du manga où je parle de Minimum, je crois que c'est ça, ouais. Bah j'avais acheté en même temps, voilà. Donc si c'est Minimum, j'ai peut-être fait la vidéo le mois d'après, hein, je suis même pas sûr. Donc voilà, si vous voulez vous rendre compte à quel point des fois je mets du temps pour lire un truc qui pourtant est le dernier tome d'une série,
qui a qu'un seul tome, bon bah voilà, vous avez la preuve devant les yeux que je mets longtemps à lire, quoi. Donc du coup, c'est quoi l'histoire? Vite fait, vu que je crois qu'on l'a jamais vu dans les vidéos, cette série-là. À part peut-être dans la collection, mais bon, ça c'est une vieille vidéo, et puis je rentre pas en détail dans les trucs. Donc c'est l'histoire d'un gars qui meurt, et pour protéger sa sœur, il va se faire ressusciter par un démon, sous la forme de Spawn, le guerrier de l'enfer, qui a des chaînes et tout. Et sauf que c'est plus ou moins un piège, et du coup sa sœur est en danger, et il va la protéger. Si j'ai bien compris, ça se passe, c'est genre canon dans l'univers de Spawn. C'est une série parmi tant d'autres. Vous voyez, au milieu des comics, et ben ça s'est vraiment passé. Alors c'est pas le Spawn de d'habitude, c'est pas le Spawn classique. Vous voyez, si on comparait Spider-Man, qui est plus connu, c'est pas Peter Parker, le gars, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, le nouveau Spider-Man. Bah là c'est pareil, là c'est pas type dont j'ai oublié le nom qui est Spawn d'habitude, c'est Spawn 2 qui vit au Japon. Et voilà. Et du coup, on rencontre aussi un personnage qui s'appelle Spawn Zombie, je crois. Qui, pareil, je sais pas trop d'où il sort. C'est un peu le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se case quelque part dans le canon de Spawn. Mais que, par conséquent, c'est un peu les défauts des comics sur les bords. C'est-à-dire que, bah, si t'as pas lu les comics, les autres comics, et ben tu fais pas tous les liens qu'il faut, et puis du coup c'est un peu moins prenant, quoi. C'est-à-dire que là, si Spawn Zombie je savais qui c'était, peut-être que je serais en mode oh mais trop cool, ils ont ramené Spawn Zombie. Mais là j'étais juste en mode ah d'accord, pourquoi il y a un troisième Spawn? Donc voilà. Dans tous les cas, ça reste. C'était une lecture sympathique en fait. J'aime bien le fait que c'est pas juste un comics en noir et blanc, ça se voit un peu que c'est un manga quand même. Et c'est cool. Hein, Spawn, c'est un univers. Je comprends que ce soit lui le plus populaire des super-héros indés. Enfin, si on qualifie tout ce qui n'est pas Marvel et DC de indé, bien sûr, parce qu'en vrai, bon, c'est pas si on est que ça, Spawn. Mais voilà. Donc Spawn. Shadow of Spawn même, tome 3, content d'avoir fini la série. C'était voilà, j'étais un peu réticent à l'idée de le lire, je sais pas trop pourquoi, je pense que je m'attendais à que j'avais des moins bons souvenirs que la réalité, je pense. C'était pas mal. Donc voilà, Shadow of Spawn. Si vous aimez bien Spawn et que vous aimez bien les mangas, je pense que c'est le truc à avoir. Alors là, c'est la méthode pour dessiner les mangas de Yusuke Murata. Alors l'éditeur c'est Kurokawa, mais je crois qu'ils ont un nom, c'est Kuropop. Ouais, ils ont un nom spécial pour ce label. Mais c'est Kurokawa en gros. Donc par le dessinateur de One Punch Man, vous avez vu le stickers. Bon, c'est intégré à la couverture, hein, c'est pas vraiment un stickers. Mais donc voilà, ce manga c'est quoi? C'est comme le titre l'indique, la méthode pour dessiner le manga de Yusuke Murata. Alors Yusuke Murata qui est l'auteur de One Punch Man, certes, mais... Alors le premier truc avec lequel je vais commencer, c'est ce que j'appellerais un défaut quand même. Mais sachez que c'est un petit peu, pas mensonger, mais vous voyez, c'est un peu fourbe comme stickers. Parce que ce manga date, quand j'ai regardé de quand il date, je me suis rendu compte qu'il datait d'avant One Punch Man. En tout cas d'avant la version du Yusuke Murata de One Punch Man. Ce qui signifie que ok, c'est par le dessinateur de One Punch Man, il n'y a pas de problème, c'est vrai, mais avant qu'il fasse One Punch Man. Donc si vous attendez à des exemples ou à des techniques qu'il utilise dans One Punch Man, bah là c'est un peu mort, parce que One Punch Man ça n'existait pas en fait au moment où ça a été dessiné. Enfin pas en tant que manga bien dessiné quoi. Donc, voilà, ce côté-là je trouve ça un peu trompeur. Je comprends que c'est pour le marketing et que techniquement c'est pas faux, mais voilà, le gars qui va lire ça en s'attendant à avoir des conseils relatifs à One Punch Man ou à ce qui est fait dans One Punch Man, bah, il va pas être content. Ensuite, alors ça c'était le défaut. Deuxième petit défaut, je dirais, c'est très... je comprends pourquoi on l'avait pas eu à l'époque, édité en France, ça, parce que c'est très Japon centré. Vous voyez, c'était genre, à un moment t'as un truc sur les concours, forcément, il te sort que des concours du... C'est même Jump centré, je dirais. Il te sort que des concours du Jump, mais qui du coup sont plus ou moins réservés aux japonais, à part si tu parles japonais et que t'es prêt à envoyer des manuscrits super loin, quoi. Mais, enfin, si tu écris le japonais surtout. Voilà, et en plus de ça, vu que là on a le décalage de temps, comme je vous ai dit, ça a été fait avant One Punch Man, il y a même le truc du temps en fait, parce que
Genre au début du manga, il est en mode et ouais, les outils informatiques qui se développent de plus en plus, peut-être que dans le futur on les utilisera beaucoup. Alors que bon, bah là on est dans le futur, et oui, en effet, les outils informatiques pour le dessin ça s'utilise beaucoup. Donc bon, voilà, un petit peu dans le passé, un petit peu trop loin de nous, et avant One Punch Man. Ça c'est tous les petits défauts que je mettrais. Par contre, énorme qualité que j'avais pas vu venir, il y a pas mal de caméos, si je puis dire, de mangaka dans ce truc, et même des fois ils donnent même des conseils. Ce qui veut dire que même si t'en as rien à faire, si tu veux juste apprendre à dessiner de manga mais que t'en as rien à faire des techniques de l'auteur de One Punch Man et de Aishid 21, et toi tout ce que tu veux c'était ah si seulement l'auteur de Ichigo 100%, de Toriko ou de Hunter x Hunter pouvait me donner des conseils, et bah t'en as un petit peu là-dedans. Parce que voilà, ils sont là, ils donnent leurs petites astuces, ils donnent leurs petits témoignages. Donc c'est cool. À un moment ça devient même presque un truc d'interview de mangaka, tellement il fait ça souvent vers la fin. Mais c'est cool, c'est cool. C'est un petit capsule. Franchement je suis content qu'on ait eu ça parce que déjà ça cristallise un peu une époque d'une Jump. Vous voyez, je veux dire, de nos jours, là, s'ils refaisaient la même chose aujourd'hui, ils seraient pas allés voir l'auteur de Ichigo 100%, ils seraient allés voir l'auteur de We Never Learn ou l'auteur de... Il y a la pension Uragi là. Voilà, pareil, ils seraient peut-être pas allés voir l'auteur de Toriko, ils seraient plutôt allés voir l'auteur de Food Wars, c'est Shokugeki no Soma, c'est le Jump ou pas? J'ai un petit doute. Enfin voilà, vous voyez, ils seraient pas allés voir ces auteurs là. Du coup, j'aime bien un peu ce côté capsule temporelle quand même. Mais il serait quand même allé voir l'auteur d'Hunter x Hunter. Bah, peut-être pas, enfin je sais pas. Mais mais voilà, en tout cas, voilà, au niveau des conseils de dessin. Alors, c'est assez basique sur certains points, mais il y a des petites fulgurances, je trouve. Je pense qu'on a tous, à un moment ou un autre, en tant que fan de manga, essayé plus ou moins sérieusement, hein, et plus ou moins intensément, plus ou moins longtemps, tout ce que vous voulez, de dessiner un peu un manga, de dessiner comme un manga, de faire un truc. Voilà, tu prends une feuille, tu dessines parce que tu t'en es, ça compte aussi. Et ben, pour le coup, du coup, je pense que beaucoup d'entre nous seraient contents quand même d'entendre ce qu'il a à dire, mais il y a plein... Si tu dessines beaucoup, et moi, même si je suis pas particulièrement doué, j'ai pas mal dessiné, notamment quand j'étais au collège et au lycée et tout. J'ai pas mal dessiné pendant mes temps de rien. Et y a pas mal de trucs qui, on va dire, coulent de source à partir du moment où t'as déjà un peu dessiné, mais qui sont quand même bons à entendre de la part d'un mangaka professionnel, et qui en plus sont pas... voilà, il y a quand même des bons conseils, notamment si je devais cristalliser ce manga en un seul conseil, qui n'est même pas donné explicitement, mais qui transpire du truc, c'est que faire un manga... même dessiner tout court, faut pas hésiter en fait à faire du bricolage. Faut pas hésiter du tout à faire du bricolage, voilà, à corriger les trucs qui marchent pas au lieu de refaire le dessin à zéro. Parce que vraiment lui le gars, il met du blanco, il découpe des feuilles pour les remettre au-dessus pour pouvoir continuer son dessin là où il a raté. Il met du scotch. Sa technique pour pas que l'encre elle bave sous sa règle, c'est de coller une pièce de 1 centime. Enfin vous voyez, c'est... Enfin pas 1 centime du coup, sûrement un yen ou un truc dans le genre, mais... Vous voyez, c'est le message pour moi à retenir, c'est n'hésite pas à bricoler quoi. Ça peut bien passer si tu le fais bien. Donc voilà, bon je vais pas non plus vous détailler tout ce qui raconte dans ce manga. Si vous savez pas du tout dessiner, ça peut vous aider. J'ai même envie de dire que ça peut que vous aider entre guillemets. Vous voyez, ça va pas vous mettre des bâtons dans les roues à mon avis. Si vous savez bien dessiner, peut-être le côté témoignage d'une époque, interview de quelques mangaka et 2-3 astuces de matériel par exemple pourraient vous être utiles quand même. Donc très cool d'avoir lu ça, surtout qu'en ce moment j'ai pas mal de temps pour dessiner, donc ça va m'être un petit peu utile quand même je pense. Ensuite on s'attaque à Mushoku Tensei, les aventures de Roxy chez Doki Doki, par Shoko Iwami d'après l'œuvre de Rujin Namagonote, et le character design par Shiro Taka. Du coup, Mushoku Tensei Roxy, spin-off de Mushoku Tensei, toujours très cool en fait. Le truc avec Mushoku Tensei Roxy, c'est que c'est extrêmement facile à sous-estimer. Vraiment, c'est genre le spin-off qui se passe dans le passé sur la waifu loli de Mushoku Tensei.
il y a très vite moyen de te dire que c'est un truc cute, un peu nul, un peu lambda, où tu la vois juste balader dans les endroits que tu as déjà vu dans Mushoku Tensei, un peu fanservice, etc. Mais c'est extrêmement facile à sous-estimer, et faut pas le sous-estimer. Parce qu'à chaque fois que tu le sous-estimes, il revient à la charge et il te sort une histoire un peu drama, une histoire un peu triste. Tu vois, de temps en temps, tu vois, moi des fois j'attends pour lire le tome et je me dis ouais bah ça va être ça va être sympa mais un peu basique. Et là je me souviens qu'il y a des gens qui sont morts en fait dans ce manga. Et notamment l'arc qui est en cours là au tome 6. Il est assez sombre en fait quand il réfléchit. Et je suis très pressé de connaître le dénouement moi personnellement. Donc voilà, Mushoku Tensei Roxy, si vous aimez bien Mushoku Tensei, c'est extrêmement facile à sous-estimer. Mais je vous le conseille, et même si vous aimez pas Mushoku Tensei, j'ai envie de dire, alors ça vous fera un peu bizarre les moments où c'est un... parce qu'en fait, techniquement, plus ou moins tout le manga est un flashback, mais ça vous fera un peu bizarre les moments qui se passent dans le futur, mais l'histoire est sympa quand même, et il y a des petits twists, il y a des petits dramas, il y a des petits trucs, tu t'y attends pas, tu t'attends... Même moi qui ai lu les premiers tomes, du coup, je m'attends à un truc consensuel quand même au bout d'un moment, mais non, t'as des gens qui meurent, t'as des dramas, t'as des situations plus dark qu'on pourrait le penser. Franchement, Mushoku Tensei Rocky, c'est un manga qui se vaut en dehors de son... c'est quoi l'inverse de spin-off? De son manga d'origine. Donc voilà. Je vais pas tergiverser 30 ans parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe. Juste peut-être vous dire qu'elle va en plus dans un endroit... où est le protagoniste de Mushoku Tensei en ce moment même dans la parution française, donc ça c'est cool, ça fait un peu un parallèle, tu t'es pas perdu quoi, même si t'as pas lu les premiers tomes de Roxy depuis longtemps. Bah si t'as lu les tomes de Mushoku Tensei restants, et ben ça se passe au même endroit, donc tu sais ce que c'est, tu sais en quoi ça consiste. Donc, plutôt cool, vraiment Mushoku Tensei Roxy, ne le sous-estimez pas trop. Alors là je vous préviens, on est dans un cas un peu spécial. Pour les 6 mangas qui vont suivre, c'est des mangas que j'ai acheté dans un lot eBay. Alors pourquoi j'ai acheté des mangas dans un lot eBay? Parce qu'il se trouve qu'en fait j'avais un bon genre gratos comme ça par mail de la part de eBay. J'avais 10 € offerts. Du coup je me suis dit, bah ce serait bête de les gaspiller quoi. Au pire autant que j'achète un truc à 9,99 et puis c'est bon, j'ai tout gratos quoi. Donc du coup j'ai cherché des lots de mangas qui coûtaient entre 10 € et un peu plus, vous voyez, au cas où, c'est bon, si je dois payer 1 € pour avoir plein de mangas, je vais pas me plaindre. Et voilà, et je suis tombé sur un lot de 6 mangas, qui coûtait 14,50 je crois, qui déjà était en promo, il me semble, par rapport au prix d'origine, que du coup j'ai fait baisser à 4,50, donc 4,50 pour 6 mangas, c'est pas cher, hein. Je veux dire, même dans le pire des cas, s'ils avaient, parce qu'il y avait qu'une seule photo, s'ils avaient été abîmés là où je pouvais pas le voir dans la photo, bah, si j'arrivais à les revendre à 1 € d'occasion ou je ne sais quoi, je me faisais quand même un bénéfice quoi. Donc à 4,50 j'ai réussi à avoir 6 mangas, et en plus de ça, et ben quand c'est pas moi directement qui les avais achetés, en fait les mangas j'avais demandé à quelqu'un de le faire pour moi, et dès le moment où j'ai dû rembourser à la personne les 4,50, en fait on m'a rendu la moitié, par gentillesse, donc ça m'a coûté 2 € approximativement. Tout ça pour vous dire que les 6 mangas que vous allez voir à la suite là, c'est des mangas que j'ai eu pas cher du tout, et qui sont en très bon état. Alors on va commencer avec le premier, Magical Girl, je peux pas dire la suite parce que je ne suis pas grossier, voyons, par Soryu, aux éditions Akata. C'est le tome 1 et c'est génial. C'était celui des 6 que j'étais le plus pressé de lire parce que bah forcément c'était le plus insolite, et j'étais agréablement surpris. À vrai dire, moi quand je l'avais vu dans les magasins à l'époque de sa sortie, etc., je me disais que ça pouvait être sympa, mais j'avais peur. En fait, je sais pas pourquoi, au vu de la couverture et tout, j'avais l'impression que c'était une histoire de Magical Girl, qui a fait son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était une Magical Girl, là on suit maintenant dans le futur, elle est adulte, elle fume des cigarettes, etc. C'est la décadence. Mais non, c'est pas ça, c'est pas une histoire de décadence, c'est une histoire que tu suis depuis le début en fait. Donc depuis le début, en fait, quand tu vois le personnage principal pour la première fois, c'est une humaine normale, et c'est ensuite qu'elle va devenir une Magical Girl. Donc tu vois tout son parcours de Magical Girl, et ça pour moi ça change tout, parce que le côté ouais en fait après les histoires de Magical Girl elle tourne mal et tout, je trouvais ça un petit peu ouais bon pourquoi pas, mais là le côté depuis le début c'était une délinquante, là j'aime bien, là ça donne un petit voilà, c'est pas un truc trop et vous voyez vos histoires habituelles de Magical Girl, et ben en fait elle tourne mal, non là c'est plutôt, et vous voyez cette histoire là de Magical Girl,
depuis le début elle va mal tourner. Et ça j'aime bien. C'est très très drôle, ça va dans les extrêmes, mais les personnages deviennent de plus en plus intéressants et l'univers s'étoffe déjà dans ce tome 1, ce qui est très cool. Parce que le problème des tomes 1 souvent, c'est que c'est des... on va dire c'est des introductions, donc quand c'est des séries un petit peu longues ou qui ont l'ambition d'être un petit peu longues, les tomes 1 c'est souvent un peu... je te présente le personnage, je te présente l'univers, mais ils font pas grand chose, ils ont pas trop de personnalité encore. Alors que là déjà par exemple le voyou qui est au service de notre Magical Girl, je vais pas vous en dire trop, lui il a pas mal de personnalité. Ah oui, alors j'ai encore oublié de vous résumer ce que c'est. Bon, en gros c'est l'histoire, enfin, je voulais plus ou moins résumer indirectement, mais c'est l'histoire une petite mascotte, quoi, une petite créature magique, qui va tomber sur une fille, la transformer en Magical Girl, puis se rendre compte que c'est un voyou puissance 5000, et que du coup, elle refuse de coopérer correctement, on va dire, et tout ce qu'elle veut c'est se battre et fumer des cigarettes. Et à partir de là, bon ça va se développer, elle va rencontrer des persos et tout ça, mais voilà, il y a une petite vibe One Punch Man dans le style de dessin et dans le fait qu'elle explose tout le monde. Mais c'est son propre truc et c'est vraiment très très drôle. C'est le manga de ces 6 mangas que j'ai eu sur eBay qui m'a le plus plu et c'est celui que je vous conseille le plus, je pense, du lot. Donc si vous aimez rigoler, ce manga, je pense qu'il est fait pour vous. Ensuite, deuxième manga sur les 6 de eBay, The Legend of Zelda Twilight Princess aux éditions Soleil Manga par Akira Himekawa. Alors j'ai déjà lu le manga Ocarina of Time, que j'ai d'ailleurs l'édition, je sais pas s'il est sorti en autrement en France, mais vous voyez l'édition en un seul bloc, collector, tout ça qui coûte 20 € à la base. Et donc c'est plutôt cool. Ce manga, je m'y attendais pas que ce soit aussi bien en fait. J'ai pas joué à Twilight Princess, mais franchement ce manga je pense qu'il est mieux que le jeu. Hein. Bah, c'est le cas de beaucoup de mangas, genre. C'est un peu comme ce que je vous ai dit pour Pokémon. Vous voyez là, dans ce tome 1 par exemple, il y a beaucoup de développement sur les villageois, sur les enfants villageois surtout. Et je suis persuadé que c'est un développement qu'on n'a pas dans le jeu d'origine. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien, ces mangas qui prennent le jeu mais qui se permettent de développer des petits scénarios là où il en manque. Non pas que ce soit un manque dans le jeu d'origine, mais vous voyez où il en manque dans le sens on pourrait en mettre en fait, et ça étofferait un peu l'univers, ça étofferait un peu les personnages. Du coup, vraiment très cool aussi, c'était une super bonne surprise ce manga Twilight Princess. Pour tout vous dire, j'ai presque envie de m'acheter les autres tomes là, parce que je crois qu'il est encore en cours le manga. Mais bon, j'ai pas le budget, et puis je vais attendre peut-être de les trouver d'occasion, histoire que ce soit cohérent. Mais en tout cas, Legend of Zelda Twilight Princess c'était une excellente surprise aussi. Franchement, le manga Ocarina of Time, il faudrait que je me le relise, surtout qu'à l'époque où je l'avais lu la première fois, j'avais pas joué au jeu, là j'ai fini Ocarina of Time de nos jours, donc peut-être qu'il faudrait que je me le relise avec un œil neuf, le manga Ocarina of Time. Donc quand j'aurai le temps, peut-être que vous le reverrez dans les relectures, mais voilà, en tout cas, très sympa. Je vous le conseille aussi si vous aimez Zelda, même si vous n'avez pas joué à Twilight Princess, c'est très très bien fait. Hein. Ensuite, le troisième manga de ce fameux lot eBay, donc c'est Q. Moi j'appelle ça comme ça, moi, peut-être que ça s'appelle autrement, mais je pense que les japonais le diraient à l'anglaise, la lettre Q, donc ouais, Q. Donc vous voyez, ça brille, c'est cool. Et voilà, c'est un manga que je ne connaissais pas du tout, bon, peut-être que je l'avais vu il y a longtemps dans un magasin, mais je m'en souviens pas si c'est le cas. Et c'est aux éditions Kiun par Tatsuya Shiyar. Shiyar? C'est bizarre comme nom. Bon, ok. Enfin, c'est bizarre, je veux dire, souvent les japonais, bah, c'est peut-être un pseudo, mais souvent leur nom finit par un A ou par un truc dans le genre. Plutôt que par un R, je veux dire. Donc bon, voilà. Bon, si j'ai mal lu, désolé. Donc c'est très très cool, Q. C'est l'histoire d'un monde où il y a des... en fait, il y a un œil géant dans le ciel, et il y a des monstres qui tombent du ciel si tu regardes le ciel. Apparemment. C'est pas quelque chose qui a été scientifiquement vérifié, je crois, dans cet univers, mais voilà, le truc, c'est ce qu'on dit, c'est que si tu regardes le ciel, il y a un monstre qui tombe du ciel. Et il y a effectivement des kaiju qui tombent du ciel tout le temps, et du coup, bah, ils essayent de survivre et tout, c'est un peu un monde post-apocalyptique, avec aussi un petit peu de trucs sur les riches et les pauvres qui vivent dehors, alors que les riches sont dans une méga ville avec un ciel artificiel et tout. Bah voilà.
Et dans toute cette histoire, il y a ce petit truc là, cette petite fille bien en rose là, qui est, on sait pas trop quoi, mais qui en tout cas mange les monstres. Genre, vous voyez, c'est des monstres qui font 6 mètres de haut là, bah elle arrive, elle leur croque le nez, et puis pouf, ils sont mangés. Un peu comme si c'était Kirby. Mais voilà, et du coup, elle adore les donuts. Et il se trouve qu'il y a un gars qui va tomber dessus, qui va croire que c'est un enfant abandonné, qui va la prendre avec, mais qui va se rendre compte que c'est un monstre, mais c'est trop tard, elle est déjà plus ou moins dans l'orphelinat, et voilà, et voilà. Et du coup, elle va vivre avec eux, être plus ou moins leur allié, de ce que j'ai compris, mais le mystère tourne un peu autour de ce qu'elle est, elle. Donc voilà, c'est ça l'histoire en gros. Et c'était très sympa, encore une fois, une bonne surprise. Pour l'instant, sur l'OIB, c'est 3 mangas que je vous ai présentés, 3 bonnes surprises. À chaque fois, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, vous voyez. Parce que, bon, voilà, moi j'ai toujours des attentes, plus ou moins, même si j'essaye de pas trop avoir de préjugés sur les mangas, je suis obligé, vous voyez, d'avoir une attente quand je vois la couverture, quand je vois de quoi ça a l'air de parler. Et là, c'était très très cool aussi. Franchement, pour l'instant, 3 sur 3. Ensuite, Double Me, tome 1, par Miki Makatsu et Oto-san, aux éditions Ankama, qui, je crois, est un manga français. J'aime beaucoup l'esthétique de la couverture, j'aime beaucoup le code couleur et tout. Moi, j'aime bien le rouge, de toute façon, et le noir. Mais voilà, donc, c'est une série assez particulière, je trouve. Je m'y attendais pas forcément. C'est l'histoire... Alors, faut que je reste vague, parce qu'en fait, ça arrive... Un truc auquel tu pourrais t'attendre au début, vu la couverture, arrive surtout vers la fin. En gros, c'est l'histoire d'une fille et de son ami dans un monde où il y a un réseau social type Twitter, on va dire. Non, une sorte de Line plutôt, comme Line pour les japonais. Vous voyez, genre une sorte de réseau social, mais où tu peux aussi faire des messages. Ouais, bah Twitter ça marche. Twitter ça marche, mais imaginez que. Enfin, moi je les utilise pas trop perso, les messages privés. Donc imaginez un Twitter, mais où les messages privés sont aussi importants que les messages publics. Et qui a fait une extension ou un truc dans le genre qui te permet de parler aux gens morts une fois qu'ils sont morts. En gros, l'intelligence artificielle recueille toutes les données de ce qu'ont dit tes amis sur l'application, et quand ils meurent, eh ben, tu peux toujours leur parler, mais c'est une intelligence artificielle, quoi. Donc voilà, c'est ça le truc de base. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il se passe des trucs que, voilà, comme j'ai dit, tu vois, il y a une tête de mort là, tu pourrais t'attendre à ce qu'il y ait certains trucs qui se passent dès le début, mais ça se passe plus vers le milieu et vers la fin. Donc bon, je sais pas spoiler, je sais pas exactement ce qui serait considéré comme du spoil, c'est un peu bizarre comme histoire, mais voilà. Alors, petit truc, c'est une histoire donc française, je crois. En tout cas, je crois que Oto-san est français, après l'autre personne, je ne sais pas. Parce que c'est un nom très japonais, Miki Makasu. Mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il y a au moins un français dans l'histoire. Et je dois avouer que moi, les mangas français, alors j'adore hein, les mangas français, hein, attention. Mais, enfin j'adore, oui j'aime bien, hein, quoi, j'aime bien autant que les mangas normaux. Enfin si tant est que ce soit pas du manga normal, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais, je vous avoue que j'ai une sorte de mini préjugé dans ma tête, que je m'efforce de pas prendre en compte, hein, mais... Vous voyez, le fait de pouvoir, de se dire, ça se trouve, je pourrais croiser l'auteur dans la rue, ça se trouve, l'auteur est regardé les mêmes choses à la télé que moi le matin avant de partir en cours ou de partir au travail. Ça se trouve, vous voyez, ce côté, l'auteur est accessible, c'est un gars comme moi, au lieu d'être un gars qui a une autre culture, qui vit à des millions de kilomètres, etc. Et ben, tout ça, là, ça te donne un peu un sentiment, en tout cas, moi ça me le donne un peu parfois, d'amateurisme on va dire, du côté du mangaka français. Une sorte de sentiment de ouais, lui c'est pas un japonais qui habite loin, qui a une autre façon de voir les choses, etc. C'est juste un gars comme moi je pourrais faire un manga en fait, et ben voilà. Donc c'est pas vrai en soi, enfin je veux dire, c'est un détail en vrai que le gars il habite dans une autre culture à 3000 km qui parle pas français, ou qui parle français, qu'il ait regardé les mêmes choses que toi à la télé. Mais ça influe pas directement sur le manga, mais dans ta tête tu peux pas t'empêcher. Et du coup tu vois un peu plus les défauts. Et le moindre truc qui fait un petit peu amateur, même si c'est pas forcément littéralement amateur, eh ben, ça, tu le remarques plus. Donc ça voilà, c'est un petit disclaimer on va dire. Ce que je pourrais dire c'est peut-être un peu biaisé en fait. Peut-être si tu m'avais donné ça et que tu m'as dit ouais non, Oto-san c'est un type 100% japonais, ça se trouve c'est ça, hein. Ça se trouve je me suis mélangé les pinceaux, mais bon vu que c'est édité par Ankama, ça m'étonnerait. Voilà, donc
peut-être qu'on pourrait, si on m'avait fait croire que c'était 100% japonais depuis le début, j'aurais peut-être pas ouvert ma bouche. Mais voilà, petit disclaimer. Donc si vous trouvez que je suis un peu dur, c'est sûrement à cause d'un a priori personnel, ne le prenez pas trop en compte. Mais encore une fois, j'ai absolument rien contre le manga français. Au contraire, moi j'encourage le manga français, j'aime beaucoup cette idée que y a des mangas qu'on est avant tout le monde chez nous, pour chez nous, par chez nous. C'est assez cool de se dire que, hé, japonais, tu connais pas ce manga-là? Eh ben, dis donc. Eh ben, hein? On habite au Japon, mais on n'a pas tous les mangas. Hein. Non, voilà, bon, je pourrais peut-être un peu méchant dans cette vidéo-là, dans ce segment surtout. Mais bon, voilà. Tout ça pour... J'étais obligé de vous le dire par honnêteté, voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est pour ça que, personnellement, j'ai le sentiment d'avoir remarqué des petits trucs un peu bizarres au niveau du dessin. Enfin non, pour tout vous dire, je pense qu'il y a quand même... C'est pas juste moi, hein, à mon avis, c'est quand même... le dessin est un peu bizarre parfois. Notamment à un moment... Alors, je saurais plus le retrouver, donc je vais peut-être pas m'y risquer. Attention, vite fait, si je le retrouve, je vous le montre. Oh, j'ai retrouvé, trop fort. Hop. Regardez cette page-là. C'est notre perso féminin, hein, c'est celui qui est sur la couverture. Elle est censée être choquée. Mais vous ne trouvez pas qu'on dirait qu'un gars qui s'est cosplayé en elle? Voilà, c'est pas... attention, hein, j'essaye pas d'être méchant avec le dessinateur ou quoi que ce soit. Hein. C'est un travail de dingue. Moi, je sais pas si je pourrais faire autant de trucs. Je veux dire, c'est respectable, c'est totalement respectable. Et j'ai pas passé un mauvais moment en lisant ce manga. Hein. Mais je tenais à souligner, voilà. Au niveau du dessin, c'est un peu inconsistant parfois. Voilà, en fait, je vous avoue que de me dire que le gars il est français, ça m'embête un peu en fait. Enfin, le gars ou la fille, je ne sais pas. Parce que là, je me dis, il pourrait. Là, quand que je me suis légèrement moqué, on va dire, du dessin que je vous ai montré. Si la personne qui a dessiné, je sais pas si c'est je vous ai dit, je sais pas qui est français dans l'histoire, mais voilà, si la personne tombait sur cette vidéo, bah, elle pourrait être blessée, et j'ai pas envie de blesser qui que ce soit, moi. Je parle vraiment en tant que lecteur. Donc voilà, je me distance complètement. Je veux pas faire, voilà, je veux pas paraître méchant. Mais voilà, le dessin est un peu inconsistant de temps en temps, notamment là pour moi c'était le pompon. L'histoire est un peu spéciale aussi. Je trouve que les personnages sont presque tous antipathiques. Alors c'est peut-être voulu, parce que c'est une histoire un peu sur les sociopathes, les trucs comme ça, si j'ai bien compris. Donc ça pourquoi pas, si c'est une volonté pourquoi pas, mais même les persos principaux j'ai trouvé un peu antipathiques. Ouais, non mais plus j'y pense, plus je me dis que ça fait exprès, parce que franchement quand tu vois ce qui se passe à la fin, je pense pas que les auteurs voulaient faire en sorte que le personnage principal paraisse sympathique. Mais voilà, tout le monde dans cette histoire a l'air de se situer un peu, de se penser un peu au-dessus de tout le monde, mais genre de manière explicite quoi. Tout le monde joue un peu avec les sentiments de tout le monde dans cette histoire. C'est un peu... Voilà. Personnellement, je m'attache pas beaucoup au personnage, pour le coup. Mais le côté thriller, le côté il se passe des trucs louches, peut-être m'accrocher encore. Alors, je vais être franc, je pense que c'est... alors, soit celui qui m'a le moins plu, soit l'avant-dernier, je ne sais pas trop encore, des 6 du lot. Mais c'était très intéressant à découvrir, moi. Moi j'adore découvrir le manga français, hein, parce que comme je vous dis, en fait, comme c'est... il y a plus de surprises possibles, en fait, parce que les influences sont plus diverses. Parce que les Japonais, en vrai, des mangas, ils en mangent tout le temps, depuis toujours. Voilà, ça c'est rentré dans leur façon de créer des histoires, en fait. Du coup, quand ils font un manga, bah forcément, ils s'inspirent surtout de manga. Même My Hero Academia ou des trucs comme ça qui s'inspirent des comics de manière très explicite, sortent quand même pas mal de codes du manga avant tout. Là, du coup, t'as peut-être des inspirations un peu plus diverses, tout en restant un manga. Donc, bon, voilà. Encore une fois, j'espère que je me suis bien exprimé les moments où je faisais des reproches, parce que vraiment, ça me... ça m'embêterait de vexer quelqu'un. Mais... je lirai la suite avec plaisir, hein, si jamais je la trouve. Mais voilà, sachez que c'est un peu spécial comme manga. Faut ne pas trop détester les personnages antipathiques, ou aimer les détester si vous voulez. Mais voilà, Double Me, très curieux comme découverte. Je suis très curieux en fait de connaître la suite pour le coup.
Ensuite, Happiness. Alors, Happiness par Shuzo Oshimi Epica Edition. Tome 1, bien sûr, toujours. Encore dans c'est le 5e, je crois, du lot. Et ben, c'était une excellente surprise aussi. Alors, je vous avoue que moi, j'aime bien les trucs de romance, d'aventure, de comédie, etc. Mais j'aime bien surtout quand c'est consistant et j'aime pas quand l'art, entre guillemets, passe avant l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu me fais un film qui est ok et magnifique, un film d'animation on va imaginer, qui est ok et magnifique, utilise des techniques d'animation inédites, essaye d'innover, etc. Mais que c'est juste ça et que l'histoire derrière elle est ennuyeuse, je ne sais plus, et ben moi ça va pas me plaire spécialement. Donc du coup quand je vois des couvertures un peu artistiques, vous voyez, genre là on dirait un peu une peinture la couverture quoi, je sais pas trop avec quoi c'est fait, mais voilà, il y a un côté très artistique dans cette couverture, et un côté un peu, ça s'appelle Happiness mais ça a l'air ultra triste quoi, voilà, ce côté un peu mélancolique, artistique, bon, ça m'inspire pas confiance. Alors de toute façon j'allais le lire et moi, si je peux apprécier c'est tout bon, hein, donc je suis toujours du côté plutôt positif en termes de lecteurs, de joueurs, de spectateurs, etc. Mais voilà, j'ai quand même mes propres a priori. Et là, je me disais, ah, ça va peut-être pas me plaire. Et après, en plus, en ouvrant, vous voyez ce style-là, très crayonné, très artistique, encore une fois. Pareil, je me suis dit, oulala. Alors, c'est pas moche, mais si le manga il est comme ça tout le long, j'espère que ce qu'il y a derrière va suivre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, pas là. Ah, toujours pas là. Voilà, après c'est un manga normal en fait. Et l'histoire suit totalement. L'histoire, j'ai été assez vite pris dans les personnages, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, ils sont pas tous ultra sympathiques, hein. Mais vous voyez, contrairement à Double Me par exemple, ils sont pas antipathiques. Même les persos méchants, à un moment t'as des espèces de bullies, bah même eux, même un de ces bullies, vers la fin du tome, là, tu le trouves moins méchant, moins menaçant, moins... Alors encore une fois, hein, c'est pas le même objectif que Double Me, je veux pas cracher sur Double Me, hein. S'il vous plaît, ne soyez pas... ne penchez pas que je suis méchant avec des mangas, moi j'adore les mangas. Mais voilà. Donc Happiness, c'est très bonne surprise, encore une fois. C'est cool en fait, c'est une histoire de vampire. Donc d'un gars qui se fait mordre par une fille vampire un soir. Et qui juste devient vampire. Pour l'instant il se passe que ça. Juste le gars ça devient vampire, mais du coup bah, il sait pas trop, il est un peu déboussolé, il sait pas trop quoi faire. Il y a ses instincts de vampire qui prennent dessus, mais il a l'air d'arriver à les contrôler vers la fin. Modérément, hein, pas les contrôler genre je suis le maître de mes instincts vampires. Non, contrôler en mode je vais pas mordre les gens quoi. Franchement ultra prometteur aussi Happiness, c'est génial, que des bonnes surprises, je veux dire même, allez je vais... En fait ça me reste dans la tête, là j'ai l'impression d'avoir fait une critique négative, donc je fais... Même Double Me, que j'ai pas particulièrement apprécié, c'était pas du tout une mauvaise lecture, hein, c'était très intéressant à lire. Donc dans ce lot il y a vraiment que des bonnes surprises. Il n'y a pas de mauvaises surprises, il n'y a pas de trucs où je m'étais dit oh ça va être génial, et qu'en fait c'était nul. Il n'y a que des trucs où je me suis dit ça va être bien, ça va être très bien, ça va être rigolo, ça va être pas rigolo, ça va être... Et puis à chaque fois, hop, c'était un petit peu au-dessus de mes attentes. Du coup, Happiness, vraiment l'extrêmement bonne surprise, parce que comme je vous ai dit, moi, mon a priori premier, c'est... Ouais, c'est un truc artistique, voilà. Au mieux, c'est un peu une critique de la société ou je sais pas quoi. Ouais, bon, bah je vais le lire en dernier, quoi. Et au final, je l'ai même pas lu en dernier, je crois, mais vraiment très bonne surprise. Happiness, je conseille aussi à fond. Ensuite, le dernier truc de ce lot, donc c'était dans mon ordre de lecture là en plus je crois pour cette fois, en tout cas dans le lot, hein. Après le reste c'était pas dans l'ordre de lecture, mais le lot il était dans l'ordre de lecture. Monochrome Animals, qu'est-ce que c'est? C'est par Ryoko Fukuyama aux éditions Glénat, et c'est un shoujo. Mais un shoujo pure souche, si je puis dire. Parce que c'est vraiment un shoujo. J'aurais du mal à vous l'exprimer plus autrement que ça. C'est-à-dire le dessin est très shoujo, l'histoire est très shoujo, tu suis surtout les sentiments de l'héroïne, etc. Voilà, tout ce qui fait très shoujo. Donc l'histoire c'est quoi? C'est une fille qui trouve un prospectus qui lui dit viens dans l'école super classe, super riche au fin fond de la montagne, c'est gratuit le premier arrivé. Du coup elle arrive, c'est elle la première, et on lui donne des oreilles de lapin.
Et en fait, c'est une école où il n'y a que des animaux humanoïdes. Et qui sont des princes ou des princesses animales. Seulement carnivores. Et elle, en gros, c'est le lapin, donc c'est l'étudiante étrangère, quoi, l'étudiante invitée, enfin, je saurais pas trop comment le dire. Et en gros, son but, c'est de cohabiter avec eux pour que les humains animaux carnivores là, apprennent à cohabiter avec les humains. Mais ils ne savent pas que c'est une humaine, ils pensent que c'est une princesse lapin, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça, elle va un peu s'infiltrer. Ça, c'est les 3 membres du conseil des élèves, je crois, ou un truc dans le genre, qui vont l'aider. Et du coup, elle se fait des amis, puis elle hésite, puis oh là là, est-ce qu'on veut vraiment de moi, etc. C'est très shoujo dans l'approche. Et je crois que l'auteur dit dans un petit mot là qui va la faire souffrir ou je ne sais quoi, enfin qui va bien jouer avec les sentiments des persos ou un truc dans le genre. Donc bon, voilà. Donc c'est pas spécialement mon style de manga, je vais être franc. Mais encore une fois, tu passes pas un mauvais moment, tu t'attaches aux personnages, Voilà, je serais pas fâché de connaître la suite de leurs aventures à ces personnages-là. Je serais pas pressé de connaître la suite de leurs aventures, mais je serais pas fâché Je serais même plus content que fâché, si vous voulez, d'avoir la suite du manga. Donc voilà. Donc s'il y a des fans de Monochrome Animals parmi vous, bon, n'hésitez pas à vendre un peu votre poulain. Personnellement, je suis un peu mitigé, mais franchement, j'en ai pas lu beaucoup de shoujo pure souche. Vous voyez, j'ai lu pas mal de shoujo. Non, même pas. J'allais dire même des shoujo un peu en demi-teinte. J'en ai pas lu tellement que ça. Mais voilà, c'est cool de découvrir des trucs, des genres que tu lis pas si souvent que ça. Et franchement, quitte à en découvrir un, celui avec les gens qui ont des oreilles d'animaux, c'est un peu de fantaisie, quoi, c'est plutôt rigolo. Donc Monochrome Animals, si vous aimez le shoujo, je vous le conseille. Si vous aimez pas, soyez peut-être un peu plus prudent. Voilà, donc maintenant qu'on en a fini avec ce lot et avec ce shoujo, voilà, on va passer à du Eishi. ça va revenir un peu à nos anciennes habitudes. Alors, World's End Harem, scénario par Link, dessin par Kotaro Shuno, par Delcourt Tonkam, en termes d'éditeur. Alors, tome 12 et 11, donc c'est les deux derniers, 11 et 12, pardon. C'est les deux derniers tomes, donc voilà. Mais, bah, déjà, pourquoi il y en a deux là, il n'y en a pas trois, etc. Et pourquoi je les montre que maintenant alors qu'ils sont sortis il y a quelques temps? Vous savez, règle des 3 tomes de retard. C'est toujours soit la règle des 3 tomes de retard, soit parce que bah, y a moins de 3 tomes de retard avant la fin, du coup j'attends avant de les acheter. Là vous vous doutez de ce que c'est, vu que je vous ai dit que c'était les derniers tomes. Donc en l'occurrence, World's Harem, du coup, est-ce qu'on a le fin mot de l'histoire? Est-ce que, voilà, ce mystère qui m'avait fait rester au début, est-ce qu'il est satisfaisant? Ben, en fait, il n'est pas résolu. Enfin, pas totalement. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la partie 1 en fait. Il y a une partie 2 qui va arriver. Donc en fait, c'est pas vraiment la fin. D'ailleurs, c'est tellement pas la fin. En fait, au début, quand c'est marqué, sur tous les sites que je connais, c'était marqué comme étant la fin, le tome 12. Sauf qu'il s'avère que, je crois que le tome 13 est sorti au Japon. Et que du coup, c'est le tome 13. Alors, le titre change légèrement, c'est genre World's End Harem Afterworld ou un truc comme ça. Mais je crois que la numérotation continue. Du coup, techniquement, c'est toujours plus ou moins la même série, en fait. Ce qui signifierait que, dans un sens, en fait, c'est pas fini. Donc je sais pas encore comment ils vont se débrouiller en France, voilà. Donc c'est la fin, mais si ça se trouve c'est pas la fin parce qu'il y a peut-être un tome 13, un tome 14, un tome 15, un tome 16, un tome 17. Donc bon, en tout cas c'est la fin de la partie 1, ça c'est sûr, ça c'est dit dans le manga. Bon, la lumière la lumière secondaire vient de mourir, j'espère que ça va pas vous déranger. Et du coup, super cool comme manga, World's End Harem. Il y a toujours des twists, il y a toujours des petits trucs. Franchement, je suis toujours pressé, moi, de savoir ce qui va arriver au personnage. Ce manga a vraiment réussi à m'accrocher de manière assez magistrale, en fait. Parce que d'abord, il m'a accroché par le mystère du virus, etc. et tout ça. Puis au fur et à mesure, il s'est mis à me présenter des personnages. Et au final, je suis pas mal investi dans les personnages maintenant. Et donc, quand bien même le mystère du virus, là pour l'instant, je crois qu'on nous a pas dit dans le détail ce qui se passe, mais je crois bien qu'il a été créé par des humains, tout bêtement, par les méchantes. Et ben, ce mystère même si c'est juste créé par des méchants, c'est un peu nul comme explication.
et ben je suis maintenant suffisamment investi pour les personnages pour me dire mais qu'est-ce qui va arriver à ce personnage là, qu'est-ce qui va arriver à celui-là, qu'est-ce qui va arriver à celui-là, comment ces deux personnages là vont interagir, etc., etc. Et du coup franchement pour moi One Dozen Harem c'est du tout bon, c'est du réussi, hein. Je peux pas lui reprocher de pas m'avoir accroché, et moi je suis pressé de voir la partie 2, donc voilà. Je vous le conseille si vous êtes pas si le Heishi vous gêne pas trop, je vous le conseille. Alors, donc je vous avoue que ça fait un peu bizarre de, de parler de ce tome-là, parce que comme j'ai lu beaucoup ce mois-ci, j'ai un peu l'impression que ce tome-là, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu, alors que non, c'était ce mois-ci. Mais bon, c'est Macross Trash 7, ou Macross 7 Trash, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, par Haruhiko Mikomoto, aux éditions Glénat. Donc, Macross 7 Trash. Alors, c'est le manga que j'avais acheté en même temps que comment ça s'appelle, en même temps que Blood Rain, si vous vous souvenez, si vous avez vu les vidéos précédentes. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il se trouve que Macross, c'est une série, c'est comme Gundam, c'est les trucs que de loin je vois ce que c'est, mais je m'y suis jamais intéressé et ça m'intéresse pas plus que ça dans les faits, mais que je suis assez intrigué de découvrir quand j'en ai l'occasion, comme ça pour pas grand chose, hein. Et du coup, j'en ai profité, j'ai acheté le tome 1 de Macross 7 Trash. Alors, Macross, c'est une série qui se passe sur des centaines d'années, je crois. Il y a une sorte de timeline plus ou moins à la fin de ce tome-là. Voilà, là on est plutôt loin. Je sais pas où ça se situe par rapport à la série animée Macross 7. Je sais pas trop si je crois que c'est une sorte de spin-off, parce que je suis allé regarder, je crois que les personnages de Macross 7, ils ont pas la même tête que eux, donc ils doivent pas avoir de lien direct. Mais voilà, donc une entrée assez moyenne dans l'univers de Macross en ce qui me concerne. J'ai pas été transporté, mais c'était plus intéressant que ce que je pensais. Je m'attendais à voir beaucoup plus de combat spatial et tout, et j'étais plutôt content de voir des personnages qui évoluent et tout. Et là on est sur un truc plutôt terrestre, même s'ils sont pas sur Terre à proprement parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Il se passe des choses, des intrigues entre personnages et tout, plus que des combats dans l'espace. Et ça me va, parce que les combats dans l'espace, c'est pas spécialement mon délire. Donc voilà, je suis pas conquis, mais je suis pas non plus contre découvrir la suite, encore une fois. Franchement, Macross, je sais pas si un jour j'accrocherai pleinement. Parce que c'est vraiment pas... Vous voyez, si c'est un truc romance, comédie, aventure, c'est bon, tu m'as directement. Mais si c'est un truc voyage dans l'espace, intrigue politique et trahison, là c'est déjà un peu plus dur de capturer mon intérêt à 100%. Là il n'est pas capturé à 100%, mais encore une fois, voilà, c'est comme pour Monochrome Animals, c'est comme pour Double Me, c'est comme pour plein d'autres trucs. Voilà, ils ont un peu... Leur personnage est un peu entré dans mon dictionnaire de personnages dans ma tête. Je vois qui c'est, je connais un peu le début de leur histoire, etc. Donc je m'y suis légèrement attaché. Et je ne serai pas contre du tout, même je serai plutôt pour connaître la suite. Mais voilà, moi personnellement Macross ça m'a pas trop accroché pour l'instant. Si vous êtes un spécialiste de Macross et que vous dites non, c'est ce manga là qu'il faut lire, c'est lui, il est génialissime, tu vas adorer directement. Dites-le moi, mais pour l'instant, c'est pas demain la veille que je vais me faire un marathon de toutes les séries Macross. Alors, He is My Master par Asu Tsubaki et Matsu aux éditions Asuka. Alors, He is My Master, c'est un truc de maid. En fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit que c'était un peu dans le style. Enfin, ça m'a fait penser en tout cas à Monsieur est servi ou à Mao romantique. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, les deux sont des petites comédies plutôt sympas, romantiques. Celui-là, il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Et en effet, c'est ça, c'est exactement ça. Une petite sympa romantique, une petite comédie romantique plutôt sympa. Après, personnellement, j'ai vu quelques petits problèmes d'enchaînement. Peut-être, je sais pas si c'est le découpage. Peut-être, c'est pas le découpage à proprement parler. Plutôt l'enchaînement des cases. Vous allez me dire, c'est ça le découpage. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. C'est, vous voyez, le fait que on passe d'une action à une autre dans une case de manière un peu trop brusque et que du coup la transition soit pas évidente et que tu dois réfléchir une demi-seconde pour comprendre ce qui se passe. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, tout ça pour dire que He is My Master, c'était sympa,
en termes de comédie un peu romantique, franchement, ça faisait son travail. Mais ça peut s'améliorer, et je pense que ça va s'améliorer dans les tomes prochains. C'est souvent ça les premiers tomes, hein. Souvent t'as des très légers petits trucs à redire dans les premiers tomes, parce que c'est les premiers tomes, mais dès que t'as un ou deux tomes en plus, bah, c'est bon, t'as plus rien à redire, et puis tu profites juste de l'histoire qui a évolué d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, Is My Master, si vous aimez bien les comédies avec des romantiques avec des maids, je vous le conseille à peu près autant que Monsieur est servi ou que Mao Romantique, même si par franchise je vous recommanderais plus Monsieur est servi parce que c'est celui dont j'ai lu le plus de tomes, mais celui-ci est très bien dans le genre aussi. Alors, Naruzozo, aux éditions Pastiche Parodie Manga, par Shirokato Kaito Amano et Jiro Kurito. Alors je sais pas pourquoi il y a 3 auteurs. Je sais pas du coup qui est le dessinateur, qui est le scénariste et qui est quoi. Mais voilà, donc Naruzozo c'est quoi? C'est la parodie déjantée de Naruto. Vraiment très déjanté, hein. C'est du style de Deathstroke par exemple. Bah, je crois que c'est par les mêmes... ça doit être par les mêmes auteurs ou par les mêmes éditeurs ou un truc dans le genre, parce qu'il y a le même délire de... Il n'y a pas juste le monde de Naruto qu'on parodie, il y a vraiment genre l'univers des fictions et des héros, quoi. Genre dans ce tome-là, là, vous verrez Gollum, les 4 fantastiques, vous verrez qui d'autre. Enfin, il y a plein de caméos comme ça, on voit les Schtroumpfs, enfin, à un moment, on voit plein de personnes. Il y a Astérix et Obélix aussi, et quand je vous parle de tous ces persos, il y en a un... Ok, il y a pas mal de caméos, mais il y en a aussi qui ont des rôles dans l'intrigue, genre des rôles important, genre Gollum c'est un des sbires du méchant. Donc voilà, c'est une parodie très déjantée, etc. Petit truc, donc voilà, c'est pas pour tout le monde, hein. Si vous êtes fan de Naruto et que ce que vous voulez c'est du Naruto, vous aurez pas ça, hein. Vous aurez une parodie à peine fidèle de ce qui se passe dans Naruto, voire pas du tout fidèle. Bon voilà, donc voilà, sachez-le. Donc au final, cette parodie, c'est sympa si vous voulez vraiment... En fait, c'est même pas tellement drôle, c'est plus que vous délirez devant à quel point ça part loin. Donc voilà, Naruzozo, je crois que c'est la plus grosse parodie de ce genre que j'ai. Il y a tout ce qui est édition Gecko qui fait ce genre de parodie, notamment avec Full Lethal Alchemist, Love Nana, Two Piece, ce genre de trucs. Et c'est toujours un peu drôle de voir à quel point ils partent loin. En l'occurrence, celui-ci, je l'ai acheté alors qu'il était alors sur les côtés là, il était un peu orangé, vous voyez, mais à l'intérieur les pages étaient parfaites. Sauf que j'ai pas dû regarder les bonnes pages parce qu'il y a, à tous les coups, j'arriverai pas à tomber dessus, bien sûr. Maintenant que je vais vous le montrer, mais il y a des taches jaunes un peu partout et ça je déteste. Ah voilà, comme là, vous voyez, ce genre de taches jaunes, ça je déteste. Mais bon, c'est pas non plus la lecture dans laquelle il faut rester le plus immergé du monde, donc si une tache jaune me déconcentrait de temps en temps, c'était pas si grave que ça. Mais voilà quoi, donc Naruzozo, vraiment seulement si vous voulez délirer quoi, ne partez pas dans dedans en vous disant que vous allez être ultra investi par l'histoire et que ça va être une très bonne parodie de Naruto, ça va être une parodie très déjantée surtout. Et dernier manga de cette vidéo, alors par Kaito Amano et Leiji Sutori, Saint Zodiac, toujours par Pastiche Parodie Manga, qui est aussi Gecko, c'est bien ce que je me disais. Donc en fait c'est la même chose, Gecko et Pastiche Parodie Manga sont le même éditeur, c'est bien ce que je me disais. Et donc Saint Zodiac c'est quoi? C'est une parodie des Chevaliers du Zodiac. Alors dans cette parodie, ça se passe plus ou moins... L'idée c'est que la série animée Les Chevaliers du Zodiac, ou Senseiya, soit une série animée qui a été produite par Seiya, lui, le vrai Seiya en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est une version romancée de ce qui s'est vraiment passé. Et donc là on est dans la suite entre guillemets. Donc dans le vrai monde, si ça veut dire quelque chose, où Seiya n'est pas celui que vous avez vu dans la série animée, mais une version plus réaliste, donc plus lâche, plus alcoolique, plus tout ce que vous voulez. Et ben là c'est ce qui se passe après qu'il ait fait produire la série et tout. Mais qu'il ait quand même vraiment affronté les Poséidon, tout ça, il les a vraiment affrontés. Mais il a romancé le truc en série, et Senseiya, du coup, ce serait la série que nous on connaît, Senseiya, c'est une version romancée de ce qui s'est passé dans Saint Zodiac. Et du coup, Saint Zodiac, c'est après tout ce qu'on connaît de Senseiya. Voilà, j'ai peut-être un peu confus la manière dont j'ai expliqué, mais bon, je vois bien comment l'expliquer plus clairement. Et donc, c'est un manga parodique, hein.
Et ce qui s'y passe, c'est que il y a Dionysos qui est le méchant cette fois-ci, qui du coup est le dieu de l'alcool, et donc vous y attendez, ça va être un peu déjanté, un peu fou, un peu parodique, un peu cynique sur les bords, etc. Et c'est une parodie qui fait son travail. Vu qu'elle est beaucoup plus fidèle aux matériaux d'origine, enfin elle n'est pas fidèle littéralement, mais je veux dire, elle est beaucoup plus référentielle aux matériaux d'origine et pas trop référentielle de manière extérieure, comme le serait Naruzozo, c'est une parodie, on va dire, un peu plus sérieuse. Ce qui veut dire que, en gros, ce coup-ci, si vous êtes vraiment fan de Senseiya particulièrement, ça peut vous plaire. Vous voyez, vous allez pas vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font les 4 fantastiques dans ma parodie de Naruto? Vous allez vous dire, ok, c'est une parodie de Senseiya. Après, drôle ou pas, chacun ses goûts. Personnellement, j'ai pas trouvé ça hilarant, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc voilà. Après, vite fait, vu qu'on vient d'enchaîner 2 parodies Gecko, il y a un truc qui me rend fou à chaque fois. C'est que vous voyez, l'humour qu'il y a dans les parodies Gecko, et les références surtout, parce qu'il y a Astérix et Obélix, je vous rappelle, dans Naruzozo, me paraît toujours typiquement français. Ce qui est au niveau des gags, au niveau des références, etc. Mais, quand je cherche sur internet, ça me dit toujours que les auteurs sont japonais. Et ils ont des noms qui sonnent un peu japonais, comme vous voyez sur les couvertures. Donc je me dis, c'est quoi la réalité en fait derrière? Est-ce que c'est la VF qui ferait que à chaque fois c'est traduit de manière à retranscrire des... Ouais, mais Astérix et Obélix ils sont dessinés. Je sais que c'est célèbre à l'international Astérix et Obélix, mais je pense que le premier réflexe d'un américain ce serait pas de mettre Astérix et Obélix ou d'un japonais, je veux dire, ce serait pas de mettre Astérix et Obélix comme personnage dans son truc s'il voulait faire une parodie. Donc voilà, un peu curieux ce truc là, je sais jamais. Moi à mon avis c'est des auteurs français qui ont un pseudonyme japonisant et qui se font plus ou moins passer entre guillemets pour des japonais. Mais voilà, si c'est vraiment des japonais, j'aurais l'air bête. Mais bon. Donc voilà, si vous en savez plus là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça a toujours été un mystère un peu bizarre pour moi, le fait qu'il y ait Astérix et Obélix, mais que si tu regardes sur internet, les auteurs sont japonais. Donc bon. En tout cas, voilà, si vous avez soif de parodie Sen Zodiac, c'est pas forcément mauvais. J'avais déjà parlé d'une autre parodie Senseiya il y a un certain temps dans ma vidéo collection, je crois qu'on l'a pas vu en lecture du mois. C'était les Chevaliers de l'Horoscope. Et du coup, je pense que je vais finir avec une citation de moi-même que j'aimais beaucoup. C'est ça casse pas 3 pattes un chevalier du cygne. Voilà. En l'occurrence, c'est une parodie sympa, mais ça casse pas 3 pattes un chevalier du cygne. Et alors, quel sera donc le coup de cœur du mois? Alors, le coup de cœur du mois, j'hésite pas mal en fait. J'hésite entre 3 mangas, mais je vais mettre celui-ci. Voilà, alors The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors, j'hésitais entre lui. Attendez, je vais vous les montrer les autres. Happiness. Happiness, ou donc celui-ci. Pourquoi j'hésitais entre ces 3-là? Parce que les 3, ça a été des très bonnes surprises. Et pourquoi j'ai choisi The Legend of Zelda? Alors, parce que Happiness, ok, c'était une excellente surprise, mais peut-être justement, j'ai peut-être justement été trop surpris par le fait que ce soit génial, et du coup c'est pas un truc que j'aurais aimé d'office, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc que j'ai beaucoup aimé en le lisant, mais c'est pas un truc que je me suis dit je vais aimer quand je l'ai commencé, donc autant mettre un truc que j'ai aimé dès le début, vous voyez ce que je veux dire? En coup de cœur du mois, vu qu'il y a beaucoup de concurrence, et ça je l'ai pas mis parce que justement je m'attendais à ce que ce soit un minimum bien. Du coup, ça aussi je m'attendais à ce que ce soit un minimum bien, mais justement, celui-là je m'attendais vraiment à ce que ce soit un minimum bien. Vous voyez, je m'attendais à ce que ce soit l'histoire du jeu, et puis voilà. Donc ce serait cool parce que l'histoire des jeux est pas nulle, mais ce serait pas, je serais pas investi plus que ça. Et au final, j'étais très investi. Donc voilà. En vrai, j'aurais pu mettre les 3, ça aurait été, c'est un peu le juste milieu en fait. C'est un peu pour ça que j'ai choisi lui, dans le sens où ça c'est le truc que je savais que j'allais bien aimer, mais qui a été encore plus génial que ce que je pensais. C'est le truc que je pensais que j'allais pas trop aimer, mais qui a été génial quand même. Ça c'est un peu l'entre-deux. Je savais que j'allais bien aimer, mais pas plus que ça. Mais au final, ça a été super bien. Donc voilà, c'est mon coup de cœur du mois. Je les en avais Zelda, Twilight Princess. Et voilà. Tous ces 3 mangas là, je serais très satisfait de connaître la suite. Alors voilà, on est avec tous les mangas que j'ai lus ce mois-ci. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Hein. C'est beaucoup de découvertes très intéressantes, même ceux avec lesquels j'étais le moins gentil, hein, je sais. C'était quand même des découvertes que je suis content d'avoir fait. Des séries que je me permets enfin de finir ou d'avancer dessus, comme World's End Harem, bon, qui du coup n'est pas vraiment fini, ou Pokémon Soleil et Lune, ou pour avancer dessus, Yamushoku Tensei et Kaguya-sama.
Ouais, il y a Shadow Spawn aussi que j'ai fini. Enfin, voilà quoi. C'est très riche ce mois-ci. J'ai découvert pas mal de trucs, j'ai redécouvert pas mal de trucs, j'ai apprécié d'autant plus pas mal d'autres choses. Franchement, des mois comme ça, j'espère que j'en ferai plus. Sinon, il y a quand même, comme j'ai dit, pas mal de mangas, donc si vous avez quoi que ce soit à dire là-dessus, n'hésitez pas, hein, moi je... Vous voyez, je me dis, c'est quand même pas facile de trouver des gens avec qui discuter du tome 1 de He Is My Master, ou du tome... ou de Monochrome Animals, quoi, vous voyez, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce que bon... déjà que je connais pas beaucoup de gens qui connaissent des trucs comme Kaguya-sama. Personnellement, j'entends, bien sûr, sinon j'en connais plein, des gens qui connaissent Kaguya-sama, mais des gens, personnellement, je connais pas beaucoup de gens qui connaissent Kaguya-sama, alors que ça a quand même pas mal marché ces derniers temps. Voilà, je me dis des trucs comme Macross 7 Trash, bon, voilà. Donc si vous voulez en discuter, n'hésitez pas, surtout, dans les commentaires, vous faites « Ah, moi j'ai lu Shadow of Spawn, j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé ce passage-là. » Voilà, vous me le dites, on discute, moi ça me va, je l'ai lu aussi, c'est cool. Donc n'hésitez pas, si vous aimez un des mangas ici, ou vous connaissez quelqu'un qui aime un des mangas ici, venez parler avec moi, moi je suis... Alors j'ai souvent l'Alzheimer, donc vous choquez pas si je dis, attends, t'es sûr ça, je m'en souviens pas. Mais, franchement, venez discuter quand vous voulez, moi je suis partant. A plus, c'était Japanman.